Ah frérot, là, gros braquage en cours sur Solana. Et tu sais qui a commencé à se positionner? C'est Visa. C'est quand Visa a commencé à dire, nous, Ethereum, c'est fini, on veut faire nos tests sur Solana, que j'ai commencé à me dire, ah, les refs, ils ont raison. D'ailleurs, quand je t'avais parlé de ça, il me semble que Solana était autour de 20 dollars. Là, ils ont dépassé les 60, ça veut dire qu'on a presque fait un x3. Et c'est que le début. C'est que le début. C'est pour ça que là, on va parler de Solana. On va essayer de comprendre son écosystème. On va voir quel prix il pourra avoir en 2030. On va faire un octogone entre Sol et Ethereum pour voir si Solana mérite qu'on lui donne l'heure. On va voir des projets à suivre pour des potentiels airdrops et je vais te partager une stratégie braquage. Par contre, je fais un disclaimer dès maintenant. Encore une fois, et comme toutes mes vidéos, cette vidéo n'est pas pour les pleureuses. Parce que quand on parle de braquage, on parle d'une opération très très risquée. Parce que ça veut dire que quand tu mets 1000 euros dans la machine, tu peux ressortir avec 10 000 euros ou 100 000 euros. Mais ça veut aussi dire que quand tu mets 1000 euros dans la machine, tu peux ressortir avec 1 euro. Donc c'est pas pour tout le monde. Donc toi, si tu fais partie des gens qui, quand tu perds de l'argent, tu vas chercher un responsable, c'est pas ici, frérot. C'est pas ici. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est des refs, conviction testostéronée. On prend les responsabilités et on assume les conséquences de nos actes. Si t'as compris, on peut continuer. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir les refs. Merci. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais. Si tu connais pas, je suis ton gars sûr. Ici, on parle crypto, Web3. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Bon, frérot, je te présente notre terrain de jeu pour le braquage. Son prénom c'est Solana. Elle s'est lancée vers 2017-2018. Le fondateur c'est Anatoly Yakovenko et sa proposition de valeur principale c'est qu'elle se veut être une blockchain rapide et hyper scalable. Donc je vais te partager quelques informations à retenir concernant Solana. On parle souvent de Solana comme VC Chain. Donc sa première levée de fonds, elle s'est faite en 2018, donc c'était une levée de fonds en seed et un sol valait 0,04 centimes. Les refs, les VC qui se sont positionnés sur ce braco, quand le sol a atteint son ATH, c'est-à-dire le prix le plus élevé qu'il a atteint, ils avaient un ROI de 6490. Donc ça veut dire qu'ils avaient fait un fois 6490 qu'ils n'avaient pas vendu. Le gros braquage. Et la dernière levée de fonds que Solana a effectuée, c'était en 2021. Solana avait levé 314 millions de dollars. Je t'ai partagé aussi quelques petites informations supplémentaires sur les différentes levées. Donc on voit que la levée en seed était une levée de 3 millions. Après, ils ont levé pour 12 millions à un prix de 0,2. Et les refs qui ont pu se positionner sur le braco à 0,2, quand Solana a atteint son ATH, ils ont quand même fait un fois 1180. Donc il y a des grosses sommes qui ont été effectuées. Donc ça, c'est pour la VC Chain. Ah oui, parce qu'il me semble qu'elle a à peu près entre 20 et 30% qui est réservé aux investisseurs privés. Donc c'est aussi pour ça que elle était souvent critiquée pour être une blockchain alimentée par les VC. Mais après, eux aussi, ils sont là. C'est un peu une guerre entre nous et les VC. Mais t'inquiète, on va tous manger, frérot. On va tous manger. L'autre événement qui a fait couler beaucoup d'encre récemment, c'est relié au procès d'SBF et d'FTX, parce qu'il semblerait qu'FTX avait pour 20%
de la quantité en circulation de sol. Et SBF avait aussi avoué qu'il avait réussi à manipuler le marché pour acheter du sol à 20 centimes. Donc cet événement avait créé beaucoup de FUD autour du sol. Beaucoup pensaient que le sol allait retourner à la cave, mais malgré ça, le sol est toujours là. Et on peut quand même apprécier sa résilience. J'ai mis longtemps avant de me positionner sur le braquage de Solana parce qu'avant, je voyais Solana comme la blockchain uniquement réservée aux NFT, mais j'ai toujours été admirative devant leur résilience parce que malgré tout ce qu'elles ont enduré, elles sont toujours là. Et quand je te parle de choses qu'elles ont endurées, je suis obligée aussi de parler de ces différents bugs. En 2022, la blockchain Solana s'est arrêtée et a buggé 13 fois, non même 14. Donc elle a subi 11 bugs majeurs et 3 bugs mineurs. Donc je voyais ça, je me disais mais c'est quoi cette blockchain qui s'arrête et qui se rallume comme ça Elle n'est pas stable en fait. Mais en 2023, elle n'a connu qu'un seul bug, ou en tout cas moins de 5, c'est sûr. Donc avec du recul, je me dis que tous les bugs qu'elle a endurés en 2022 lui ont permis de se renforcer pour être enfin stable et peut-être prête à accueillir l'adoption de masse. Concernant le sol, son utilité principale, c'est le paiement des frais de transaction et le sol sert aussi à sécuriser la blockchain qui est en proof of stake. D'ailleurs, normalement, proof of stake, tu sais ce que c'est si tu as regardé la vidéo sur le liquid staking. Si ce n'est pas fait, je t'invite à la faire parce que là, t'as vu, frérot, on est dans les bails de DeFi, on peut faire genre qu'on connaît les trucs, tu vois ce que je veux dire? Mais l'autre particularité de Solana qu'il faut retenir, c'est qu'elle a aussi un concept de proof of history. Alors c'est un mécanisme de consensus qui enregistre le temps et l'ordre des transactions pour permettre aux validateurs de les enregistrer plus facilement. Alors pour faire très très simple, comme le proof of history permet d'enregistrer la date à laquelle les transactions ont été effectuées, les validateurs ne vont pas se disputer entre eux pour savoir à quelle heure la transaction a été effectuée. Ils vont pas dire, hey, frérot, c'est quelle heure? C'est 10 heures ou 10h03? Non, non, le proof of history permet de ramener beaucoup de clarté et beaucoup plus d'efficacité dans le traitement des transactions. C'est aussi pour ça que ça rend Solana une blockchain qui est très, très rapide. Mais le proof of history, il se met en place avec le proof of stake. Donc, Solana, c'est en même temps une blockchain proof of stake et proof of history. On va aussi parler du mécanisme de burn. Parce que parfois, il y a des gens qui disent, ouais, mais le sol a une quantité illimitée comparé au Bitcoin qui a une quantité limitée à 21 millions. Alors certes, c'est vrai, mais Ethereum a aussi une quantité illimitée. Et ce qui fait que ces cryptos ne sont pas amenés à avoir une inflation infinie, c'est qu'ils ont un mécanisme de burn où des jetons vont être brûlés. Et dans le cas de Solana, il y a 50% de frais de transaction qui sont brûlés et il y a 50% qui vont au validateur. Donc ça permet de maintenir ça permet de faire que le sol ne soit pas inflationniste et on comprend par cela que plus il y a de l'activité sur le réseau, plus il y a de sol qui est brûlé. Et le meilleur cas d'utilisation de Solana, au début c'était les NFT, en tout cas c'est ce qu'on voyait, mais on voit aussi que de par sa scalabilité et sa rapidité, c'est une blockchain qui peut s'avérer être extrêmement pertinente pour les paiements. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir quand on se penche sur son écosystème. Mais avant ça, ah ouais, je suis obligée de te parler de ça. Solana Mobile. Je sais pas si tu te rappelles, il me semble que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, ils voulaient lancer un mobile. Alors, cette initiative n'a pas vraiment réussi, mais ils ont au moins le mérite d'avoir essayé. Et de par le fait d'avoir voulu lancer un téléphone, ça montre aussi qu'ils veulent vraiment adresser l'adoption de masse, ils veulent vraiment s'adresser aux personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'est les cryptos et ils veulent trouver un moyen assez simple de pouvoir ramener des personnes lambda dans le monde des cryptos. Au-delà de ça, ils avaient également lancé un magasin IRL, il me semble que c'était à New York. Bon, certes, le magasin n'existe plus aujourd'hui, mais ils ont quand même essayé. Et même si ces 2 expériences n'ont pas été couronnées de succès, ils pourraient peut-être les refaire à l'avenir et ils pourront apprendre de leur échec passé pour s'assurer d'avoir une réussite la prochaine fois qu'ils retentent ces expériences-là. L'autre point très intéressant concernant l'écosystème Solana, c'est leur application Solana Pay qui permet aux commerçants de valider simplement des paiements à travers Solana.
Et récemment, on avait appris un partenariat entre Solana Pay et Shopify. Pourquoi c'est une nouvelle majeure? Parce qu'actuellement, quand les commerçants veulent valider des paiements en passant par des processeurs traditionnels comme, je sais pas, Stripe, PayPal ou même Visa, ces processeurs de paiement leur prend entre 1 et 3%. Donc, ils se font braquer tous les jours. Tu vois, Visa, tous les jours, ils braquent des commerçants à 2 et 3%. Alors que si ces mêmes commerçants passaient par Solana, au lieu de payer 2%, ils ne paieraient que 0,0002 $ par transaction. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Donc, quand Visa a vu ça, il s'est dit, ah ouais, là, on était bien, on pouvait braquer tous les jours des commerçants à 2%. Il y a Solana qui arrive, ils sont en train de disrupter le game, mais on va pas les laisser faire, on va leur montrer que nous sommes les DUC. C'est pour ça que, alors que Visa était en train de mettre en place des tests de paiement stablecoin sur la blockchain Ethereum, ils ont vu le potentiel de Solana, pardon, ils ont aussi vu la menace que Solana pouvait être face à leur service de paiement. Ils se sont dit, ah, mieux vaut être proche de ses ennemis. Là, on va utiliser Solana pour nos tests de paiement stablecoin. Et franchement, tu vois, ces deux éléments sont vraiment les éléments qui m'ont dit, ah ouais, non, Solana, là, moi aussi, je vais me positionner sur le braco. Avant, même si j'ai jamais douté de son potentiel, comme elle était trop centrée sur les NFT et que je suis pas trop dedans, je me suis dit, vas-y, je la laisse pour les autres, parce que la blockchain regorge d'opportunités, mais on ne peut pas toutes les saisir. Mais quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, non, la narrative des paiements, ça permet l'inclusion, ça permet aussi aux commerçants de reprendre le contrôle sur ce qui est censé leur appartenir. Là, ça m'intéresse. On va aller sur Solana. Donc, très intéressant à garder en tête. Et là, une autre information qui montre aussi le potentiel que Solana pourrait avoir, c'est qu'on a Von Eck. Donc, Von Eck, c'est un fonds qui a plus de 76 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et récemment, ils ont partagé une recherche sur Solana où ils ont partagé leurs prédictions de prix. Alors, c'est un peu du n'importe quoi, hein. Selon eux, en 2030, le sol pourrait valoir entre 10 et 3211. C'est vraiment du bullshit pseudo-profond pour moi. Mais malgré cette recherche qui s'apparente à de la manipulation de marché, ça prouve qu'un fonds qui gère des dizaines de milliards s'intéresse au potentiel de Solana. Parce qu'ils auraient pu faire ça sur une autre blockchain, sur une autre crypto. Non, ils ont choisi Sol. Donc rien que ça, pour moi, c'est un autre élément bullish qui me montre que Solana est présent sur le long terme. On a vu sa résilience. Malgré tous les coups durs qu'elle a endurés, elle est là. On a vu aussi ses partenariats. Shopify, Visa. Là, on voit les gros fonds qui s'y intéressent. Il y a même Grayscale qui a un produit adossé au sol qui a explosé, je crois. Et il y a même des petites rumeurs qui font que le sol pourrait potentiellement être parmi la liste des cryptos qui pourraient avoir un ETF dans le futur, après Bitcoin et Ether, quand ceux-ci seront validés. D'ailleurs, parmi les rumeurs, il y a aussi le Link. Le Link, c'est un braquage, on en reparlera dans une autre vidéo, mais bon, reconcentrons-nous sur Solana. On va parler de la décentralisation parce que un des reproches qu'on fait à Solana, c'est que c'est une blockchain centralisée. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire, on va essayer de comprendre quel est son degré de décentralisation. Alors, quand on va sur les différents sites qui recensent des informations concernant Solana, on peut voir là, par exemple, que Solana a presque 3000 nœuds et elle aurait à peu près 1900 validateurs contre Ethereum qui a à peu près 880 000 validateurs. Donc c'est sûr que là, en termes de validateurs, Ethereum paraît beaucoup plus décentralisé que Solana. Mais une autre chose qu'on peut analyser pour déterminer la décentralisation d'une blockchain, c'est le coefficient Nakamoto. Et là, on voit que le coefficient Nakamoto, était en augmentation. Là, il a baissé. Mais en fait, c'est quoi le coefficient Nakamoto? Pour faire simple,
c'est le nombre minimum de validateurs ou de nodes qu'il faut pour compromettre une blockchain. Donc là, je t'ai schématisé la blockchain. Tous les points, ce sont soit des nœuds, soit des validateurs. Et ça, c'est le nombre minimum qu'il faudrait pour pouvoir faire du sale à la blockchain. Donc, plus ce nombre est élevé, plus on peut se dire qu'une blockchain est sécurisée et décentralisée. Parce que si on sait qu'il faut avoir le contrôle de 2 nœuds pour pouvoir compromettre une blockchain, là, c'est chaud. Alors que si on sait qu'il faut avoir le contrôle de 70 nœuds pour la compromettre, c'est beaucoup plus compliqué. Et à travers ce coefficient, quand on compare le coefficient Nakamoto des différentes blockchains, on peut voir que... Attends, je l'ai mis où? Là, je me suis trompée. Ah, c'est là. On peut voir que selon les sites, Solana a un coefficient de Nakamoto plus élevé qu'Ethereum. Donc c'est pour ça que dire qu'une blockchain est décentralisée, c'est relatif, ça dépend de l'indicateur que tu prends en guise de comparaison. Tu vois, Ethereum est là, Solana est là. Donc je t'invite à creuser si tu veux en savoir plus, mais voilà, c'est bien d'avoir ça en tête. Donc continuons, et là on va vraiment passer à l'octogone, on va comparer Solana à plusieurs blockchains. Donc quand on prend ce tableau comparatif, la première chose qui nous saute aux yeux, déjà entre Ethereum et Solana, c'est que Solana génère de 2000 à 3000 transactions par seconde comparé à Ethereum qui n'en génère que 20 au grand maximum. Et même on voit qu'Ethereum c'est une blockchain lente alors que Solana c'est une blockchain relativement rapide. Mais quand on la compare avec les autres blockchains, notamment ICP, on peut voir que Internet Computer bat Solana à plat de couture. D'après ce tableau comparatif, Internet Computer peut avoir une vitesse de transaction de plus de 11 000 transactions par seconde et une rapidité à 1 seconde. Donc là, on peut se dire, ah, mais all-in sur ICP. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même quand on compare des éléments, il faut aussi les remettre dans un contexte. Parce que Internet Computer n'a pas le partenariat avec Visa, avec Shopify, pardon. Internet Computer n'a pas été choisi par Visa pour les transactions. Internet Computer n'a pas une communauté aussi forte et aussi solide que Solana. C'est pour ça que peu importe les éléments que tu compares, il faut toujours les mettre dans un contexte. Parce que même si un élément peut s'avérer être pertinent, quand on prend la globalité, la conclusion peut en être tout autre. C'est pour ça que malgré les performances exceptionnelles que semble avoir Internet Computer sur ce tableau, Solana, pour moi, reste la plus pertinente quand on prend en compte les autres éléments. Donc, si on passe à la suite, là, quand on prend les écosystèmes des NFT, Ethereum, c'est le boss, hein, ça a le plus gros écosystème NFT. Ces derniers mois, on a vu Bitcoin qui est arrivé en force avec notamment les ordinals, et en troisième position, on a Solana. Donc selon ce graphique, Solana c'est le troisième plus gros écosystème en termes d'NFT. Rien que ça, c'est quelque chose de très pertinent et qui montre aussi le potentiel de Solana. Et quand on compare les différentes blockchains en termes de DeFi, on voit que Solana est assez loin quand même. Faut aussi dire quand ça va mal, elle a une TVL qui avoisine les 600 millions, tandis qu'Ethereum a une TVL qui avoisine les 25 milliards et Solana est 8e. Par contre, on voit qu'elle a quand même 115 protocoles. Ouais, elle a pas beaucoup de protocoles. Ethereum en a 900. Bon, sur ce point-là, c'est Ethereum qui gagne l'octogone, disons les termes. Mais on va avoir d'autres éléments. Quand on prend les adresses actives quotidiennes, on voit qu'Ethereum est en tête, mais on voit que Solana est en train d'exercer une remontada. Tu vois que là, ils sont vraiment en train de remonter. Et à l'heure de la capture d'écran, Ethereum avait à peu près 309 000 transactions quotidiennes et Solana 274. Donc, Solana se rapproche progressivement d'Ethereum. L'autre élément, quand on compare la TVL, on l'a vu, Ethereum bat Solana à plat de couture, mais c'est quand même intéressant de voir que même si Ethereum a une TVL nettement supérieure à Solana, là, en termes d'active adresse, ils sont presque à égalité. Donc, tu vois. Et quand on prend les transactions journalières, là, c'est l'inverse. Solana a plus de 18 millions de transactions quotidiennes, tandis qu'Ethereum en a seulement 1 million. Là, c'est Solana qui bat Ethereum à plat de couture. Et quand on compare les frais, on voit
qu'Ethereum génère beaucoup plus de frais que Solana. Mais même là, il ne faut pas comparer les frais de deux blockchains de manière isolée. Parce que quand on remet cet élément dans le contexte, on sait que les frais de transaction sur Solana sont très très faibles, 0,0002, tandis que les frais sur Ethereum sont assez élevés. Donc c'est normal que même si Solana génère beaucoup plus de frais, quand on compare les frais, elle en génère moins par rapport à Ethereum. Donc comparer les frais de manière isolée, ça veut strictement rien dire sur le potentiel d'une blockchain. Je tiens à te dire ça pour que quand tu fasses tes comparaisons sur d'autres blockchains, tu peux aussi prendre tous les éléments nécessaires pour arriver aux meilleures conclusions. Donc là, quelque chose de très intéressant, très très intéressant, regarde. Là, on a Ethereum et Solana. Bon, le prix, on sait que ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut comparer, c'est la market cap. La market cap d'Ethereum est 10 fois plus grande que celle de Solana. Quand on regarde le volume, on voit que le volume sur Ethereum est plus élevé que sur Solana, mais pas 10 fois plus. En revanche, là aussi, il ne faut pas uniquement comparer les volumes comme ça parce que ça veut rien dire, ça veut strictement rien dire. Ce qu'il faut faire, frérot, c'est comparer le VMR, volume sur market cap, c'est cet indicateur. Et quand on compare cet indicateur-là, on voit que Solana a une meilleure liquidité qu'Ethereum. Et pour petit rappel, le VMR, c'est le volume sur market cap, et plus une crypto a un VMR élevé, plus c'est positif, plus ça veut dire qu'elle a beaucoup plus de liquidité, même s'il y a du potentiel wash trading. Mais pour faire simple, ne compare pas les volumes, compare les VMR. Donc maintenant, quand tu as un ref qui va te dire, mais regarde, quand on compare les volumes, je lui dis, frérot, les volumes, c'était en 2004 qu'on les comparait. Moi, là, je suis passé au bail de VMR. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'on montre qu'on est dans les bails de DeFi. Faut qu'on montre qu'on est un peu intelligent, même si on dirait pas fake it till you make it, tu vois ce que je veux dire. Et donc, quand on compare l'évolution des prix, récemment, Solana a explosé Ethereum. Pareil pour la market cap. La dinguerie que nous a fait Solana en un mois, voire un peu plus, elle a fait un x3. C'est pour ça que parmi les grosses cryptos, selon moi, Solana, c'est une des cryptos qui a le plus gros potentiel en termes de retour sur investissement. Selon moi, je peux me tromper. Et d'autres blockchains qui sont pertinentes, je vais pas t'en parler ici, mais je te partage juste quelques graines, ce sont les blockchains modulaires. J'avais fait une vidéo sur la modularité, regarde-la parce que là aussi il y a plein de pépites, je pense qu'on va en parler. L'autre élément qui peut être bien aussi à comparer, c'est le stacking. Ethereum et Solana sont des blockchains proof of stake, et quand on compare le montant stacké, on peut voir que sur Ethereum, il y a 3 fois plus de valeur stackée que sur Solana, mais l'élément qui est beaucoup plus pertinent à comparer, c'est l'évolution de ce montant. Et là, on peut voir que sur 7 jours, le montant stacké sur Ethereum a fait un plus 8%, tandis que sur Ethereum, ce montant a fait plus 39%. Bon, c'est aussi relié à la hausse du sol, mais voilà. On peut voir que même si Ethereum c'est le numéro 1, même si Ethereum c'est mon premier bébé, Solana c'est un bon concurrent et selon moi, il mérite vraiment qu'on lui donne l'heure. Bon, l'autre élément où là c'est Ethereum qui gagne, disons les termes, quand on regarde l'activité des développeurs, bon je sais pas trop sur quoi ils se basent, mais en tout cas selon Defilama, Ethereum a actuellement 242 développeurs et les commits, je pense que ça doit être les codes qu'ils partagent et il y a plus de 4000 commits, tandis que Solana a 16 développeurs et 225 commits. Mais c'est pas grave, ils vont venir les développeurs. On fait confiance, on leur fait confiance. Et là, quand on regarde la TVL sur Solana, et j'insiste, mais il faut que tu regardes la TVL en sol, parce que quand les prix pump, c'est normal que si tu regardes la TVL en dollars, la TVL va augmenter. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a plus de personnes qui déposent du sol? Donc, pour avoir une information beaucoup plus proche de la réalité concernant l'évolution de la TVL et l'attractivité de la blockchain, il faut la comparer dans la crypto de la blockchain. Donc sur Solana, on la compare en sol, et là, disons les termes, c'est décroissant, même si on voit que ces derniers jours, il y a une toute petite remontada. Donc, à voir. Là, on a vu plusieurs éléments entre Solana et Ethereum, et à toi de voir si, selon toi, Solana a du potentiel, mais selon moi, il y a un gros potentiel, comme je te l'ai dit juste avant. C'est pour ça que là, on se prépare sur le braquage qui a déjà commencé. Comme je t'ai dit, on a déjà pu commencer à accumuler du sol à 19.
Là, le sol, il est à peu près à 58, 60, il flirte autour des 60, mais je pense qu'il va aller encore plus loin. Donc, une chose qu'on peut faire pour le braquage Solana, c'est se positionner sur des protocoles qui n'ont pas encore de token pour un potentiel airdrop. Et tu peux trouver la liste des protocoles sur Solana qui n'ont pas de token en allant sur Defilama dans la partie airdrop. Et tu vois, là, on a la liste de tous les protocoles qui n'ont pas encore de token. Et voilà. Donc ça, c'est le premier alpha. Et maintenant, la stratégie braquage, celle qui nous intéresse. Là, en un mois, on voit que le sol a pratiquement fait un x2. Là, on voit qu'il a fait un 100, allez, pour faire simple, on va dire 100%. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le sol fait 100% en un mois, il y a des crypto-pépites sur l'écosystème de sol qui font des 1000%, qui font des x10. Et nous, c'est celle-ci qu'on veut choper pour le braquage. Tu vois ce que je veux dire? Solana, c'est le fondamental. On est sûr. Du long terme, on pense que c'est une valeur sûre sur du long terme. Il y a des cryptos qui sont un peu plus degen. Alors ça, ce sont vraiment des bracos court terme. Mais sur le court terme, ils peuvent être très, très, très juteux. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, la stratégie, et d'ailleurs, je te l'avais déjà partagé, c'est qu'on accumule du sol, on le met en collatéral, on emprunte des cryptos pour se positionner sur des petits bracos x10. C'est ce qu'on avait fait sur Arbitrum, dans la Arbitrum Saison. On avait fait des tout petits bracos. Mais là, on va faire ça à fond sur Solana parce que le potentiel sur Solana est encore plus élevé. Maintenant, on peut se dire, OK, on a vu ça, mais comment commencer? Parce que Solana, c'est pas Ethereum. Solana, c'est pas Ethereum compatible. Quelles sont les armes? Parce que là, on vient de se calibrer avec notre savoir. Et maintenant, il faut venir armer aussi. Il faut venir armer. Donc, la première arme, c'est le portefeuille. Et là, je t'ai partagé une liste de portefeuilles sur Solana. Le plus connu, c'est Phantom, mais tu vois qu'il y en a d'autres. Et puis, tu peux trouver la liste sur le site de Solana directement. Et maintenant, l'autre chose, c'est qu'il faut des munitions, parce que là, on a des armes, mais si elles sont pas chargées, on peut rien faire, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu as l'habitude d'utiliser l'écosystème Ethereum, il y a Jupiter Exchange qui te permet de transférer tes cryptos d'Ethereum ou de Polygon ou d'une autre blockchain vers Solana. Et ce qui est bien avec Jupiter, c'est qu'en fait, c'est un agrégateur de ponts. Donc, ça veut dire qu'il va appeler tous les ponts qui font du Ethereum to Solana, par exemple, et il va te partager le chemin le plus rapide et le moins cher. Donc, c'est vraiment une application qui est pertinente. Et sinon, moi, ce que je fais, c'est que comme j'avais du sol sur une plateforme centralisée, je fais du centralisé vers le portefeuille sol. Et moi, actuellement, j'utilise BitGate. BitGate, ce sont vraiment mes préférés en termes de sexe. Avant, j'avais Binance il y a longtemps, mais depuis les bails chelous que Binance a actuellement, j'utilise que BitGate. Donc, si tu veux utiliser BitGate, tu trouveras aussi mon lien d'affiliation en description pour si tu veux me donner de la force. Et puis, ça, je te l'ai déjà partagé. Maintenant qu'on a vu ça, il faut qu'on fasse des analyses fondamentales sur les potentielles cibles pour les airdrops futurs. Parce que là, tu vois, là, ce projet a déjà fait un x10, il va pas refaire un x10 maintenant. Donc, il faut qu'on trouve les projets crypto qui sont en train de dormir, que personne ne calcule pour se positionner dès maintenant. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Et si tu veux avoir la liste des projets que je suis, et si tu veux aussi que je te montre vraiment étape par étape toutes les opérations que je fais, je t'ai fait une vidéo dans le Club Alpha où je te montre comment on fait le braquage parce qu'on est en train de le faire. Et en plus, on fait ce braquage-là même en partant de rien. Là, on part avec un tout petit budget. Je crois qu'on a mis $200. Dans tous les cas, si tu veux voir toutes les opérations que je fais et avoir aussi les pépites, l'analyse des pépites sur Solana et les pépites sur lesquelles on se positionne, tu retrouveras le lien en description. Là, je peux pas partager ça ici, même si les pleureuses disent qu'elles sont parties, parce qu'on sait que parfois les pleureuses, elles regardent en scred. Mais dans tous les cas, t'inquiète, dans le Club Alpha, c'est sans filtre. Donc, le lien sera en description. Sinon, c'est tout pour moi. N'hésite pas à me partager tes retours en commentaire et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.